Donc voilà, pour la suite, la troisième partie, donc pour le cours de L3 cosmologie, donc sur la relativité restreinte, c'est maintenant la dilatation du temps et des longueurs. Donc dilatation du temps, contraction des longueurs, c'est ce qui va m'intéresser ici. Et pour commencer, je vais donc me mettre dans le contexte d'un corps qui est au repos. D'accord, donc je prends un corps pour lequel delta x égale 0 et je laisse filer le temps. D'accord. Donc ce qui fait que finalement sur pour cette expérience-là, dans le repère au repos, donc si je fais delta s égale delta s carré égale delta x au carré moins c carré, je vais me retrouver avec tout simplement un moins c carré t carré comme observation, comme mesure, hein, pour identifier l'événement. Alors l'événement, c'est simplement dans le repère O. Donc j'ai mon espace, l'axe des espaces x, j'ai le temps t qui est comme ça, et je dis tout simplement que je suis en x égale 0 et que je viens donc l'événement P1 qui est lancé l'expérience, je vais jusqu'à l'événement P2. J'ai un S qui définit toute cette courbe ici, va être l'invariant donc S où delta S est non nul. D'accord. Et simplement dans ce repère O, j'ai le temps qui file et j'ai donc cet événement qui peut être simplement, ben oui, j'ai regardé un arbre pousser, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que je pars de P1 et je vais jusqu'à P2. Et l'idée, c'est maintenant de se dire comment je pourrais visualiser ça dans un repère au prime, d'accord, où il y aurait une vitesse V mesurée dans le repère O. Là, on voit le repère O' qui se déplace à vitesse V constante. Et il y aura donc un axe X' qui va coïncider avec, donc, qui est parallèle à l'axe X. Et il y aura donc l'axe T' pour lequel je cherche à mesurer bien sûr la distance entre P1 et P2. Donc l'idée c'est que dans ce repère-là, je vais avoir l'axe des x', je vais avoir t' comme ceci. Normalement, je peux tracer la même hyperbole comme ceci, avec la même valeur de delta S différente de 0. D'accord, c'est mon invariant de Lorentz. Bon, ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie, c'est dire que quand on a l'axe t' à 0, on s'est arrangé pour que P1 soit des événements concordants. D'accord? C'est-à-dire qu'on a synchronisé nos horloges à cet événement-là. Alors ce qui se passe, c'est que en x', le déplacement par rapport au repère O fait que l'axe x', donc le point P2, doit avoir une composante le long de l'axe x'. Ici, je vais dire qu'elle est négative si la vitesse v est positive. Et je vais me retrouver ici quelque part. D'accord? Donc le point P2, vu dans le repère au prime, en fait, il ne sera pas le long de l'axe T', mais il va être décalé comme ça. Donc il va avoir deux composantes. Et l'idée, c'est que comme c'est une cuvette hyperbolique, le temps T' qu'il y a ici va être supérieur au temps T mesuré par l'autre observateur au repos. Alors maintenant, ce que je fais, je dis tout simplement que je calcule pour le x' en question, donc après un intervalle de temps t', x' va valoir tout simplement moins v t', d'accord, puisque c'est ce que voit l'observateur en haut', il voit simplement l'autre référentiel se retirer vers les x' négatifs. Donc on va prendre cette mesure-là pour x' et on va simplement calculer ds ou delta s dans ce repère prime, donc delta s' au carré va donc devenir c carré. Ah, attendez, comment je l'ai fait maintenant? J'ai pris delta x au carré, donc ce sera x' au carré moins c carré t' au carré, comme ça. D'accord? Et ça doit être égal à delta S
au carré puisque c'est un invariant. Et ça, on sait que ça vaut moins c carré t carré. Donc, j'ai la substitution pour x' qui vaut moins vt'. Donc, je peux donc réécrire l'égalité avec v. Donc, le signe négatif ne joue pas de rôle. Donc, v carré t' carré moins c carré t' carré égale ceci. Donc on voit tout de suite que t' et t sont différents, bien sûr. Et maintenant, on peut écrire que comme t' doit être une quantité positive, je peux extraire la racine carrée, donc je peux factoriser t' au carré. Et je vais donc avoir un c carré qui va se simplifier de part et d'autre. Et donc je retrouve le signe négatif semble être un petit peu embêtant ici. Attendez, non, puisque je vais avoir du 1 moins. Donc je vais me retrouver avec, après avoir simplifié tout ça, 1 moins v carré sur c carré à la 1 demi. Donc c'est pour ça que souvent on prend bêta égale le rapport v sur c qui est un chiffre, un nombre pur, gamma qui vaut simplement 1 sur 1 moins bêta carré racine pour écrire ces facteurs de conversion. Alors l'idée est donc que dans le repère au repos, c'est-à-dire le repère pour lequel l'expérience est statique, le temps semble s'écouler plus lentement que dans le repère t' qui voit en fait O en mouvement. Donc l'appareil expérimental est en déplacement dans le repère t'. Si c'est le repère O qui porte l'horloge de référence, le repère t' va donc mesurer un temps t', donc le repère O', pardon, va mesurer un temps t' qui sera supérieur au temps mesuré dans O. Et c'est important, c'est le repère dans lequel l'expérience est en route. Donc maintenant, ce que je peux faire rapidement, d'accord, donc c'est la dilatation du temps relativement au corps en mouvement, pour lesquels le temps local va être plus court que le temps mesuré dans le repère O'. Donc une des conséquences de ça, hein, c'est le temps de vie des particules radioactives en mouvement. Donc si une particule se désintègre en une seconde ou une microseconde, admettons, si elle est en régime à très haute vitesse par rapport à vous, eh bien le temps que vous allez mesurer, son temps de vie que vous allez mesurer, va vous sembler beaucoup plus grand, bien sûr. Donc tout ça, c'est fonction de la limite absolue que V sur C, le rapport bêta doit être inférieur, donc strictement inférieur à 1 pour tout corps solide. Donc le photon étant un corps de masse nulle, on peut donc lui attribuer cette célérité ultime qui est donc connue comme la célérité de la lumière. Donc justement pour un photon, je vais me mettre dans ce repère O, d'accord, et je vais laisser partir un photon pendant un temps t le long de l'axe des x, ou appelons-le l'axe R, ça importe peu. Donc je dis que R, simplement après un intervalle de temps, R est égal à c fois le temps. Donc bien entendu, S au carré sera donc égal à 0 pour le photon en question. D'accord? Donc l'axe O, ici je mets l'axe Y, et ici c'est, appelons-le l'axe R, l'axe des X, c'est la même chose. Donc l'idée c'est bien que R et T sont reliés comme ça. Donc pour un utilisateur, un expérimentateur dans un repère O' en mouvement à plus V, mesuré par l'observateur au repos O, dans O. Alors vous aurez un R', et vous devrez trouver en fait la même relation entre R' et le temps t', puisque S égale 0, S carré égale 0, égale S' au carré, donc ça doit toujours vous donner cette même égalité, puisqu'il s'agit de la trajectoire d'un photon. Donc ce qu'on peut dire alors, c'est que je vais donc prendre le rapport entre ces deux quantités-là, et je vais tout de suite trouver que R' égale Ct'. On vient de voir que t'
était égal à t divisé par 1 moins v carré sur c carré, donc 1 moins bêta au carré racine, c'est-à-dire que je peux aussi écrire ça comme c t fois gamma. D'accord? Or, ct, c'est seulement la distance r mesurée dans le repère O, et donc je retrouve tout de suite r' égale r gamma, ou gamma fois r. D'accord? Donc l'observateur qui voit ou qui prend la mesure dans ce repère O' va trouver en fait que les longueurs, alors si je suis l'observateur dans R', je vais trouver que la longueur que moi je mesure est supérieure à la longueur R qui est mesurée dans le référentiel au repos O. D'accord? Donc si moi je considère je suis l'observateur pour lequel je vois un repère en mouvement, je vais effectivement en conclure que la longueur que je mesure va être plus longue que celle mesurée par l'appareil expérimental de référence. Et c'est ça qui est donc cette histoire de contraction des longueurs, puisque les deux observateurs ne seront plus d'accord, comme pour le temps d'ailleurs,